Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde! Bienvenue à ce 19e épisode des Sommeliers de la lutte! Ici, Max Perriard, en compagnie de l'échevelé de la barbe, Monsieur Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien. Merci. J'ai pris la peine de prendre une douche, même si on est techniquement à l'audio ou en vidéo. J'aime bien prendre une douche pour être propre pour les gens. Et je peut-être pas. Pour l'odeur, surtout. Ben, c'est pour l'odeur. Je suis quand même dans mon bureau, la porte fermée. Là. C'est aussi pour moi, tout ça. Oui, j'ai peut-être pas brossé ma barbe, oui, comme j'aurais pu. Mais de toute façon, à longueur qu'elle a comme une personnalité puis une vie à elle-même, là, ma barbe. Là, si elle décide qu'elle m'écoute pas, elle m'écoute pas. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Elle vit sa vie, tu sais. T'as des bad hair day, t'as des bad beard day. Bad Beard Day. Ça se dit mieux, je trouve, Bad Beard. Enfin, Ouais. c'est bon pour un t-shirt de Bad Beard Day. Ouais. On va prendre ça, là. C'est bon, ça. Oh là là, très le fun. Merci à tout le monde encore. On vous le répète souvent, vous pouvez liker les vidéos, peu importe où vous êtes, mettre des petits pouces, mettre des étoiles, mettre des commentaires également, selon où vous êtes. Rappelez-vous, vous pouvez venir sur Facebook, venir écrire également vos commentaires en dessous des posts que l'on fait. Même chose sur Instagram. Il y en a quelques-uns qu'on a eu cette semaine. Alors, d'abord, on a Pierre-Paul qui nous disait, qui espérait en fait que lors de SmackDown, on nous fasse une sorte de clin d'œil à un segment mythique de 2005 à Raw, quand Batista doit choisir entre le champion de SmackDown, JBL, et le champion de Raw, son mentor, son partenaire dans Evolution, Triple H. Eh bien, bravo, Pierre-Paul, t'as écrit ça avant SmackDown et on a effectivement eu beaucoup de clins d'œil lors de la signature ou du choix de Bayley, de qui elle va affronter. Il y a eu quelques clins d'œil qu'on reviendra un peu plus tard dans l'épisode, là, quand on sera à l'analyse de ces chroniques-là, mais on a effectivement eu quelques clins d'œil à ce segment qu'il y avait eu en 2005. Fait que bravo Pierre-Paul pour ta prédiction, tu connais ta lutte. Oh ouais. Et shout-out également à Ellie et Phil, qui nous ont écrit quand même rapidement jeudi pour nous avertir que ce n'était pas le bon fichier audio lors qu'on avait mis en ligne pour l'épisode 18. Donc on s'était trompé de fichier. On n'a pas mis le bon. Fait que, j'ai remis l'épisode 17. Moi, je l'aimais tellement, l'épisode 17, que je me suis dit, hey, on va le remettre comme pour tout le monde. Mais ouais, c'est une petite erreur. Écoute, ça arrive. Là, l'erreur est humaine, comme le dirait si bien le directeur des programmes à toutes les 2 minutes. Fait que, voilà. Ça arrive. Merci pour nous l'avoir dit, parce qu'on a pu le corriger quand même rapidement grâce à vous deux. Et toi, sinon, Pierre, ta semaine, ça ressemble à quoi? Ben, en fait, la semaine passée, j'aimerais faire un petit shout-out à Jean-Philippe Guy et Charles Fortier qui sont à la tête de la Ninkasi, le Ninkasi Comedy Club à Québec. Donc, si vous nous écoutez et vous êtes à Québec, dans la ville de Québec, pas dans la province, ben, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent d'un peu partout dans le monde. On est international, vous êtes dans la ville de Québec à tous les mardis, à tous les jeudis. Les samedis aussi, je crois qu'il y a des one-man shows, des heures de stand-up qui se font. Donc, c'est à la Ninkasi sur la rue Saint-Jean, si je ne me trompe pas, à Québec directement. J'étais là jeudi passé, c'était sold out, c'était le fun. Une crowd. La crowd de Québec, c'est une des meilleures crowds, c'est une des foules les plus le fun pour du stand-up. Vous êtes content d'aller voir de l'humour, vous êtes réactif, vous êtes poli, vous êtes bon, fait que beaucoup de fun. Si jamais vous êtes dans le coin de Québec et vous voulez faire quelque chose de différent, vous êtes tanné, je sais pas moi, d'aller vous promener dans le vieux. J'imagine quand tu vis à Québec, un moment donné, le vieux, tu fais le tour. Là. Même quand tu n'habites pas à Québec, un moment donné, le vieux, tu fais le tour. Surtout quand tu visites, un moment donné, physiquement, tu fais le tour. Bref, je m'égare. Allez-y, Ninkasi, la bouffe est bonne, les gens sont fins. Les humoristes sont drôles. Fait que les mardis, c'est l'open mic, donc pour voir peut-être des gens qui sont un peu moins qui ont un peu moins d'expérience, mais faire des belles découvertes. Et les jeudis, c'est des soirées plus régulières avec des humoristes qui sont des fois connus, des fois moins connus, mais qui sont toujours drôles. Fait que je vous invite à y aller. Fait que sinon, ta semaine, toi, comment s'est passé ta semaine ou comment va se passer ta semaine? Ben, ça a bien été. Je parler de la semaine dernière. J'ai eu je fais de l'impro également, moi, en plus de l'humour, en plus de podcast, en plus de tout. Fait que on avait un petit souper d'équipe avec mon équipe à l'intérieur. On s'appelle
à l'intérieur de la Light, là, la ligue d'improvisation qui se passe au Ciboire, encore à Montréal, Ciboire Saint-Laurent à Montréal. Et on s'appelle les Défis Cannelle. On avait un petit souper d'équipe ensemble. C'était bien plaisant. On a pu discuter. Regardez la chimie entre vous autres, puis... ouais, surtout dans ce monde où on est tous... on est tous plein d'affaires. Fait que juste de prendre le temps de pas faire grand-chose pour une soirée, ça fait du bien des fois. Dans l'horaire de la semaine. Très cool. Charles dans mon équipe. Et puis venez nous voir les lundis. Je pense qu'on joue d'ailleurs ce lundi, nice. 25 février. Mais sinon, allez suivre la page de la Like. Nous, on est les Défis Cannelle. Fait qu'on est sur... on est dans l'événement. Mais venez me voir, ça va être moi qui va être sur scène. Nice. Et on commence ça tout de suite, cet épisode, avec la première chronique, la chronique Lexix. Et cette semaine, le mot que je vais vous faire, c'est le mot backbreaker. Oh. Backbreaker, ou comme je l'ai traduit, la cassure de dos. Et il y a plusieurs manières de faire des backbreakers, et il y a plusieurs manières de faire des cassures de dos dans la vie. Mais en gros, ça consiste à claquer le dos de son adversaire, d'un lutteur, d'une lutteuse, sur n'importe quelle partie du corps. mais le plus souvent, c'est sur le genou que ça se fait. Mais tu peux le faire à d'autres, quand t'es bon, là, tu peux le faire sur d'autres morceaux de ton corps. Mais là, souvent, c'est sur le genou. Fait que c'est un move qui peut avoir plusieurs sauces, comme tous les autres mouvements de lutte. Fait que parmi les quelques-uns qu'on peut nommer, on a le Argentine, cassure de dos, rack. Pas rack, on va remettre ça. Argentine, cassure de dos. On avait Nikki Bella un peu là, qui faisait ça avec le rack attack. Là. Ah oui, sur les épaules. Okay. Oui. Sur les épaules. On a également le... Quel est le plus connu? Celui de... Celui de Roderick Strong là, qui spin puis qui descend. Ouais. Roderick Strong qui en avait... En fait, Roderick Strong qui a comme tout un arsenal de cassures de dos. Il y en a beaucoup. Une gimmick. Beaucoup de variantes. Ça, il s'appelait à NXT, peut-être même, je pense que ça date de Ring of Honor, The Messiah of the Backbreaker. Fait que c'est ça. Ça rime. Puis c'est ça. Sa gimmick tourne alentour il brisait des dos. En même temps de briser des rêves, j'imagine. Roderick Strong. Exact. On a également le Inverted Headlock Backbreaker. Son ami Randy Orton qui faisait ce mouvement-là que j'aimais bien. Il pognait comme par en arrière, puis le pouf! Ah oui! Il cassait le mot. Il le fait moins maintenant. Ça demandait quand même un peu de souplesse. Peut-être que à son âge, il y a moins de souplesse, mais j'aimais bien ce mouvement-là. Qui y en a d'autres? Il y a une certaine Mercedes Moné, Sasha Banks, qui avait également un enchaînement avec un peu un backbreaker avec les deux genoux dans le dos. Un peu aussi à la Carlito, Primo et Pico, ça. Alberto Del Rio avait ça, une espèce de backstabber, là. Au boom, on tombe, là. Dans le cas de Sasha Banks, ça s'appelait le Bang Statement. Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu le même move que Jericho, le Codebreaker, c'est ça? Ouais, Codebreaker est en avant, cependant. Il est pas sur le dos. Ah oui, c'est vrai, mais, il est oui. en avant. Mais oui, ça ressemble à ça, mais sur le dos. Pour faire la bonne cassure de dos. Sasha, elle, enchaînait avec une prise de soumission par la suite. Fait que c'est ça. Toi, ça serait quoi tes backbreakers, tes cassures de dos préférées? Ben, je trouve celle-là de la classique de Roderick Strong où il prend la personne un peu comme s'il va tomber en powerbomb, mais il spin la personne pour qu'elle tombe directement sur son genou. Je me dis, tu sais, la lutte, c'est scripté, mais comment cette move-là peut ne pas faire mal? C'est impossible que ça va faire mal un peu. Puis tu sais que c'est cette move-là qui s'en vient. Tu fais comme, ok, ben, m'avoir mal au dos tantôt. Je trouve ça vraiment impressionnant. La résilience que les lutteurs ont des fois de faire comme, bon, ben, c'est ça, c'est ce spot-là qui s'en vient. On va aller se faire mal. Puis, ben, c'est ça. Les spin, puis ils tombent sur le genou. Puis, ça n'a pas l'air confortable. Ouais. Mais autre que Orton, que j'aimais bien, il y avait également Sheamus qui en a un beau, là, qui faisait comme un spin. Puis, boum, tombait directement sur le genou avec son. S'appelait-tu le Irish Curse ou je sais plus, mais il y avait une bonne cassure de dos. Mais également Cedric Alexander à l'époque avec le lumbar check. Le lumbar check, absolument. C'était très impressionnant aussi. Donc on voit moins maintenant Cedric, malheureusement, mais qui avait tout un finisher impressionnant, qui avait une cassure de dos dans le finish. Fait que vous, c'est qui? Quel backbreaker vous a marqué dans l'histoire de la lutte? Puis nous le dire dans les commentaires.
comme on vous a dit tantôt. Deuxième chronique, Pierre. Nouvelle chronique. Ouais. Chronique qui le fait le mieux. Ouais. Qui le fait mieux. Qui le fait mieux. J'essaie quelque chose de nouveau. On essaie de se réinventer après 19 épisodes à un moment donné. On veut pas tomber dans nos vieilles pantoufles qui puent un petit peu. Fait que qui le fait mieux? Donc je vous nomme une move. Et je vous nomme aussi trois personnes qui font cette move-là. Et on débat ensemble à savoir qui a le plus beau, qui le fait mieux. Et comme premier, j'ai décidé de prendre un classique, le German Suplex. Donc, qui fait mieux le German Suplex entre Brock Lesnar, Chad Gable ou Kurt Angle. Donc, Brock Lesnar, Chad Gable, Kurt Angle. Qui, dans ces trois choix-là, toi, tu dirais a mieux ou fait mieux, exécute mieux le German Suplex? Peut-être c'est un billet de récent, mais je pense que je dirais Chad Gable. Celui qui finit en bridge sur la tête. Ouais, celui qui le finit en bridge sur la tête, mais règle générale, fait quand même des très beaux. Mais tu sais, c'est trois personnes qui le font de manière quand même intense. De trois manières différentes aussi. Ben, c'est ça. Chad, c'est plus aussi. technique. C'est ça. Brock, c'est un peu plus puissant, puis on pitch tout le monde. Kurt, c'était comme un mélange des deux. Fait que, ouais, il était capable de faire le bridge, mais il était capable aussi. Là, j'ai vu un extrait où je pense qu'il lance. Il y a 2 ou 3 personnes qui se tiennent par la taille, puis lui est juste en arrière, puis il swing tout le monde. En même temps, c'était un spot assez impressionnant. Fait que. Chad Gable, tu dirais qui? Moi, je vais aller avec Brock, juste pour le fun de voir des gens voler un peu partout. Puis compter le nombre de pitch parce que j'aime ça passer par Suplex City. Je trouve que c'est une belle ville. Puis parce que le match contre Sino, il en a mangé une trentaine ou une vingtaine, je sais plus trop. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Ils sont capables de sortir de ce match-là en marchant encore, là, après avoir mangé une trentaine de Suplex. C'est que moi, c'est Brock, je trouve. Il est capable de le faire. Quand il le fait, puis il garde la personne attachée à ses mains, puis il fait juste se relever, puis il relance, puis il se relève, puis il relance. Je trouve ça aussi impressionnant. Ça prend de la force, puis ça prend de l'endurance pour la personne qui le reçoit, pour la personne qui le donne aussi. Là, on s'entend que tu lances littéralement quelqu'un par-dessus toi. Fait que Brock Lesnar, pour moi, dans la personne qui fait mieux le German Suplex. Sinon, vous, qui vous trouvez qui réussit oui, parce mieux? Il y en a d'autres qui le font bien également. Ouais. Bryan Danielson en faisait. Cesaro. Ouais, exact. Fait que, vous pouvez mettre d'autres choix que ces trois-là. Mais ouais, dans les trois, j'ai avec Chad Gable. Cool. Merci Pierre pour cette petite chronique, quiz, sondage. Ouais, quiz, sondage, un peu tout ça. Un mix de quiz et de sondage. J'aime ça, mixer plein d'affaires ensemble. Voilà. Et on y va avec la troisième chronique et on tombe dans les matchs de la semaine. Et je sais pas pourquoi Pierre, mais moi je trouvais que c'était une bonne semaine. Oui. Une bonne semaine de lutte. Autant du côté des promos que du côté des matchs. Il y en a eu plusieurs qu'on a aimé les deux, chacun de notre côté. Mais mon préféré de tous cette semaine, ça a été un petit chouchou de mon côté, Bryan Danielson, comme toujours, qui, à Collision, le 3 février, se prenait contre Echishiro, j'espère que je le dis bien, un lutteur de la CMLL que je connaissais peu, vraiment pas beaucoup, moi, de mon côté. Je l'ai découvert dans ce match-là. Qui a été vendu par les commentateurs vraiment comme un des meilleurs au monde. Mais c'est ça, moi non plus, je le connaissais pas. Puis les commentateurs ont vraiment mis de l'emphase sur... beaucoup de hype. Ouais. Beaucoup de hype, justement, pour montrer la légitimité derrière le lutteur. Fait que... je m'attendais à rien pour ce match-là. Puis, vois-tu, si tu l'avais pas choisi, ce match-là, comme match de la semaine, je pense que je l'aurais choisi parce que moi et tout, je m'attendais à rien. Finalement, très surpris de la qualité de lutte que ce Echishiro a donné contre. Bien sûr, contre Danielson, c'est tout le temps bon, mais ouais. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est ça, je pense que le pace était le fun aussi, puis très, très technique, effectivement. On le vendait comme le meilleur certains disaient que c'était le meilleur lutteur technique de la planète. Bon, voilà. Je le mettrais peut-être pas au même niveau que Bryan ou qu'un Zack Sabre, mais bon, il était quand même très bon. Oui. Fait que là, je faisais un petit peu de recherche, je savais pas c'était qui Echishiro.
Fait que, tout d'abord, son nom, ça veut dire un sorcier. Fait que Hechicero, ça veut dire sorcier. Fait que là, on avait le match, le sorcier contre le dragon. Fait que ça faisait très Donjons et Dragons. Oui, quand même. Hein. Comme combat. Avant le match, comme au niveau des entrées, on a un Bryan Danielson qui entre tout de suite après le match qui a lieu juste avant entre Eddie Kingston et Bounty Hunter Brian Keith. Donc on annonce à la fin du match que Bounty Hunter Brian Keith, même s'il a perdu, signe avec la All Elite Wrestling. On ramène même l'espèce de visuel, là, le nom, la personne est All Elite. On sent comme un peu un retour il y a 2 ans, 3 ans, là, dans le visuel et dans le style avec les rankings, tout ça, à la All Elite Wrestling. Fait que, bref, pendant ce temps-là, il se faisait serrer la main par Eddie Kingston. Et là, on continue la rivalité avec Eddie, ouais. là. Ouais, avec Daniel et Bryan Danielson et Eddie. Fait que là, on ignore complètement Eddie Kingston. On va serrer la main également à Bounty Hunter, Brian Keith. Fait que, encore un manque de respect du côté de Bryan pour Eddie Kingston. Fait qu'on va voir, ça va se rendre jusqu'au pay-per-view. Fait que là, on s'en va à la pause, on s'en va un petit recap, tout ça. Et finalement, on présente Hechicero. Il arrive avec comme du feu. Puis au début, je pensais que c'est comme brûlé la face. Ou en tout cas, ça a fait une petite explosion de feu. Mais bon. Là, il se promène avec des boules de feu dans les mains, tout ça. Très, très sorcier. Justement, dans sa gimmick. On commence le match. Une fois qu'il est entré. Quand même un classique technical. Là, fait qu'on cherche à genre, ok, let's go, on prend nos mains, tout ça. Et là, ça finit en une espèce de tête-à-tête à terre où on s'est attrapé les mains, les deux de notre côté. Et on se fait comme un tête-à-tête. Une espèce de rappel à un combat de chèvres, moi, j'ai trouvé, à ce moment-là. C'est 2 chèvres qui s'affrontent. C'est exactement comme ça que ça se passe. Puis on se souvient que justement, Bryan Danielson, elle appelle Daniel Bryan, était souvent appelé le GOAT de la lutte. Regarde, ça fonctionne. La GOAT fait un petit rappel avec les chefs, GOAT, tout ça. Je sais pas si c'était voulu, mais bon, ça fonctionnait. Par la suite, on s'échange des manœuvres un peu plus techniques, encore une fois. On tente les deux un leg lock en même temps. Fait qu'on a comme les deux prennent la jambe de l'autre et essaient de faire un leg lock. Mais bon, les deux le font en même temps, ça fonctionne pas vraiment, mais c'était quand même une belle séquence. S'ensuit une espèce de coup d'en face, suivi d'une séquence de counter un peu très fluide. Fait qu'on sent vraiment le côté technique des deux lutteurs, super bien fait. Par la suite, Bryan tente le Romero Special, ou si on veut, la planche de surf surélevée, que je vais appeler ça comme ça. C'est un move classique que Bryan a dans son arsenal depuis quelques années, plus principalement que depuis qu'il est à la All Elite Wrestling. Fait qu'on prend vous voyez à l'image, là, ce mouvement-là. Cependant, c'est contré par Hechicero, qui s'en défait, et qui fait lui-même, pas une planche de surf, pas 2 planches de surf, mais un enchaînement de 3 planches de surf, une après l'autre. Ça demande beaucoup de dextérité, d'agilité aussi pour les deux lutteurs, parce qu'il faut quand même tu restes dans la position pour pas que les jambes débarquent. Il y a comme une transition là, de bouger entre les deux. Puis ils l'ont bien fait, là. Ouais, puis j'aimais que c'était Bryan qui était comme dans le rôle de la victime, mais la victime a quand même en fait beaucoup, là, dans le fond, là, pour que cet enchaînement-là se fasse. Ça sentait des fois un peu les jambes shakées là, pendant la transition aussi. Mais c'était très bien fait, ça n'a pas été botché. Fait que bravo aux deux lutteurs là-dessus, c'était super bien. Puis malheureusement, on le termine en essayant de faire un espèce de compte, mais on est trop proche des câbles. Donc, c'est brisé. S'ensuit des coups de pied dans le coin de Bryan, à la Yes Bryan, yes. On monte par la suite sur la 3e corde, on tente un Hurricanrana, mais c'est compté en petits paquets par Hechicero. C'était le mouvement le moins fluide. Ça n'a pas été botché, mais ça sentait que c'était moins fluide que dans le reste du match. Comme ça avait surpris Hechicero. Ouais, ou tu sais, on a fait attention pour comme pas se blesser là, dans la transition vers le petit paquet. Fait qu'on est dans le petit paquet. 1, 2, non, pas tout de suite, ça vient de commencer. Hechicero par la suite lance Bryan dans les câbles avec... fait que là, Bryan il revient, puis il l'attrape avec une guillotine leg drop en mouvement. C'était super bien fait. C'est pas un mouvement non plus que j'ai vu souvent. J'ai peur là, que Bryan fasse une commotion. C'est tombé sur la tête. Là, il est tombé
raide, là, mais c'était beau, par exemple. C'était super bien fait. C'était très beau. Puis c'est ça, c'est quelque chose que c'est pas un mouvement qu'on voit souvent, mais qui a quand même un bel impact avec la tête qui est prise entre les deux jambes. Fait que. Bref, c'était super bien fait, super beau. Ensuite, il y a d'autres transitions pour amener Brian dans un neck choke, si on veut. Là, fait que c'est une belle transition, un peu à la Samoa Joe, là, qui a ça aussi là, présentement. Fait que là, on essaie d'endormir Brian. Mais Brian est près de la corde, fait qu'il se pousse vers l'extérieur, il s'en sort. Et comme Brian est à l'extérieur, ça veut dire quoi? Ben, on va à la pause. On va à la pause, effectivement. Fait qu'on va en profiter pour vous parler des soirées d'humour. Il y en a une le 17 février prochain à la salle, si vous êtes dans le coin de Montréal. C'est l'enregistrement d'un autre podcast. Pierre, je te trompe, dans un autre podcast avec moi-même. Le podcast Parler pour parler. Ça s'enregistre après une soirée headline. Avec la personne qui fait le headline, qui fait la tête d'affiche, on le reçoit en entrevue. Et le 17 février prochain, c'est Colin Boudria, que vous connaissez peut-être, qui est un humoriste qui ça fait quelques années déjà qu'il est sorti de l'école, un peu plus engagé dans ses numéros, très intelligent également. Donc, c'est votre style d'humour, vous pouvez venir le voir. Il va y avoir 2 autres humoristes en partie, ainsi que moi-même à l'animation. Fait que, on fait le tour de la pause. Maintenant, on revient dans le match avec des chops. Des chops de Ichishiro sur Brian, bang, bang, bang. On sent qu'Ichishiro, il y a beaucoup il contrôle le match en grande majorité, là, puis c'est plus Brian qui essaie un peu de défaire des mouvements. C'est ce qu'on essaie de construire dans le match. Je sais pas si c'est parce que c'est la carrure de Chizero qui est quand même il est plus grand, il est plus gros que Brian. Fait que je sais pas si c'est de cette façon-là qu'on veut vendre justement un peu le Daniel Bryan Danielson, un peu underdog, qui fonctionne très bien dans un match. Même si c'est pas avec ce personnage-là avec lequel il est rentré, mais c'est un peu la mentalité derrière le booking du match, le plus grand contre le plus petit. Exactement, ça fonctionne très bien. Exact, puis tu sais, on sait pas il a quel âge non plus, on sait pas son nom, Ichishiro. Il a commencé en 2001 à lutter. Exact. Il peut avoir 45 comme qu'il peut avoir 35, là, tu sais. Ouais, ben tu sais, je dirais qu'il est autour de la quarantaine. Il a l'air d'avoir une shape d'un peu un monsieur de 40 ans, mais il est quand même très, très fluide. Mais effectivement, dans ce match-là, on le vend comme le monsieur le plus fort. D'ailleurs, c'est un rudo, Ichishiro, parce que là, dans la lutte mexicaine, on n'appelle pas ça des heels ou des faces, mais bien des rudos. Donc les gens rudes, les rudes, c'est les méchants. Donc c'est un rudo. Fait qu'il y a un peu un style de rudo dans ce match-là, de puissance. Mais bref, on vient après les chops. Brian, il se sauve. Hein, il se sauve dans le coin avec son classique. Hein, il monte 1, 2, 3 et il fait une backflip par en arrière pour se défaire de Ichishiro. Mais ça marche pas. Ichishiro continue de courir après. Il le frappe avec un dropkick, un peu en springboard de la deuxième. Enchaîne par la suite avec ce que je crois être un de ses mouvements classiques, signature. Il le laissait également un peu plus tard dans le match. Mais un genou d'en face. Fait qu'une espèce, il court, puis boum, un genou d'en face pendant que Brian est dans le coin. Là, on s'entend Brian, ça fait plusieurs coups qu'il reçoit dans la face depuis le début du coin. Le guillotine lock, là, ce genou d'en face. Il a déjà mal à la face. On se souvient de sa blessure à l'œil. Exact. Puis là, il est comme, gars, j'ai déjà mal à la face, fait que je vais me servir de ma face comme une arme. Puis ce qui se met à donner, puis là, on rappelle encore les coups de bélier au début, le combat de chef. Donne des coups de tête pour se défaire d'Ichishiro. Ça fonctionne enfin. Ichishiro tombe à terre. Une monte sur la troisième. Il saute, mais il est attrapé en espèce de armbar par Ichishiro dans le combat. Fait que c'était très bien fait aussi, la transition de ça. Par la suite, Ichishiro, il roule. Un peu comme là, ça me fait penser à un spaghetti. Là, tu sais, si tu fais ça, toi, dans une petite cuillère, un spaghetti, là, tu roules tes pâtes dans ta cuillère. Oui. Mais là, Ichishiro fait un peu la même chose avec Brian. Il se met à le rouler comme un spaghetti. Et là, tu sais, Brian, il est tout pogné, les deux épaules en arrière. Boum, tombe sur le compte. Il est pris en petit spaghetti dans le milieu. 1, 2, et non, c'est pas encore. Le spaghetti n'était pas assez serré. Et là, c'est là que la foule commence à chanter pour la première fois. This is awesome, fantastique, fantastique. Oh oui, c'est fantastique. It was indeed fantastic. Oh, exact. S'ensuit, fait que là, on s'entend, Brian n'a pas encore beaucoup d'attaques dans ce combat-là. Il essaie plus de s'en sortir. Fait que là, il essaie de faire un peu de coups d'avant-bras là, de Brian, des espèces d'uppercuts. Suivi de coups d'en haut, mais il s'est contré dans les cordes pour une prise du sommeil de Ichishiro à Brian pendant qu'Ichishiro est dans la corde. Évidemment, on ne peut pas garder la prise très longtemps. On s'en défait, Brian se défait, part à courir. Pendant qu'Ichishiro se fait envoyer un peu vers l'extérieur. Non, Brian se fait envoyer par l'extérieur. Ichishiro part à courir, prend son élan et se lance lui-même à l'extérieur.
un autre bon spot qui montre un peu aussi il est très technique, mais aussi un peu high flyer parce qu'on a la CMLL. Ouais. Fait que, Oui. on s'entend, la lucha, c'est un peu plus high flying que, mettons, la New Japan ou que d'autres styles de lutte un peu plus strong style. Par la suite, on revient sur le ring, on fait un signe. Je pense que c'est un mouvement que Chiro fait, une espèce de signe de sorcier comme ça. Là. Ouh, j'ai des pouvoirs. Fait que là, il fait ça un peu entre la 2. Il a les pieds un peu sur la 2 et la 3. Et là, boum! Après avoir tout pogné les pouvoirs de sorcellerie qu'il est capable, springboard sur Brian. Mais lui, il l'attend avec son genou. Fait que boum, frappe avec le genou. Par la suite, il sort ses premières attaques. Double underhook, suplex, bang, on le lance. Tombe en Lobel Lock. On essaie de finir le match en Lobel Lock. Un peu se sauver avec la victoire. Faire une victoire volée à l'arraché. Mais Ichiro, sans défait, il se met à faire, encore une fois, tantôt c'était du spaghetti, là, il se met à faire de l'origami avec Brian. Ouais. Il se met à le plier de plein de manières, qui amène finalement une prise de soumission. Mais Brian, il est assez proche, il touche la corde pour briser le compte. C'est super beau, super bien fait également. Brian, dans tout se relève, on se met à essayer de faire des yes kicks. Un yes. Il arrive avec le 3, le 4e, 5e. Non, c'est contré. Pour vrai, là, je sais pas comment expliquer ça. Là. C'est contré avec je sais pas quoi, mais vous le voyez en vidéo en ce moment à l'écran. Ça finit, cependant, tout ce move-là, avec justement un backbreaker, j'en ai parlé plus tôt, une cassure de dos. C'était magnifique, cet enchaînement-là. Ouais. On peut le remettre une deuxième fois, Pierre, là, au montage. J'avais jamais vu ça, moi, comme transition, ce mouvement-là, pour un peu de se sortir. Fait que c'était super beau. Et Chiro, en plus, tente d'enchaîner avec un coup de genou encore en courant. Fait que le même qu'il a fait un peu plus tôt dans le match. Mais ce coup-là, c'est évité par Brian parce qu'on sent qu'il commence à comprendre l'expérience. C'est un peu ça qu'on l'a vendu. Tout le long, Brian comprend, comme il se fait faire des attaques parce que c'est pas un lutteur qu'il a vu souvent sur son parcours. Mais là, quand il réessaie des nouvelles choses, là, Brian apprend. C'est un des meilleurs lutteurs. A beaucoup d'expérience. Fait que là, évite les choses quand ça arrive une deuxième fois. Puis c'est contré même en prenant la jambe de Ichiro puis en la lançant violemment au sol. Tente ensuite le Buzaikini, mais ça fonctionne pas. S'ensuit différentes transitions de petits paquets. Fait que les deux s'enchaînent les petits paquets des deux côtés, prise d'assumption, petit carré. Et finalement, Brian réussit à en verrouiller un pour 1, 2 et 3. On gagne le match sur un petit paquet. Un match très technique que je vous conseille d'aller voir pour vrai. Fait que la All Elite Wrestling met souvent les matchs sur leur chaîne YouTube. Allez voir ce qu'ils ont mis de ce match-là parce que c'était très beau. Beaucoup d'enchaînements. Fait que l'expliquer très technique, très technique, mais quand même bien dosé aussi. Il y a quelques spots, comme tu disais, un peu plus high flying. Il y a quelques spots un peu plus strong style avec des chops, avec des kicks. Fait que c'est pas que sur le matelas en train de rouler et en train de contrer. C'est un bel amalgame. Ça montre très bien quel genre de lutteur qui est Chiro, qui est un lutteur très complet, mais qui se spécialise un peu dans le côté technique. Fait que très très bien monté. Ouais. Puis des belles transitions qu'on voit pas souvent. Ouais, vraiment. Puis c'est ça, pour l'histoire derrière, qui est un Brian qui apprend au fur et à mesure que le match avance pour être capable de gagner. C'est du booking que je trouve toujours intelligent à faire, mais qu'on n'a pas toujours l'opportunité de voir parce qu'on s'entend, c'est des lutteurs qui luttent entre eux autres, qui sont dans la même fête depuis une couple d'années, ben ils se connaissent, donc faut aller vers autre chose. Ce genre de booking-là avec un lutteur qu'on connaît pas et un lutteur qu'on connaît très bien. Je trouve que ça fait super bien. Fait que oui, allez voir ce match-là. C'est pas très long non plus, c'est quoi, un 12 minutes, même pas un 10 minutes. 15 minutes. Oh mon dieu, fait que ça passe. Ouais, avec la pause, là, on s'entend. 15 minutes. Ouais. Ça passe vite, ça passe bien, ça vaut la peine. Fait que non, c'est très bon tout ça. Puis là, comme ça se finit un peu dans un petit paquet, les deux lutteurs restent légitimes parce qu'on poursuit un peu, en tout cas, on développe depuis une semaine une petite rivalité entre le BCC, le Blackpool Combat Club, ainsi que des lutteurs de la CMLL. Ouais. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Ichiro, c'est un rouleau. Fait que il est pas content d'avoir perdu par petit paquet. Fait qu'après le match, tout de suite après, boum, il se met à faire un beatdown sur Brian. Un Brian, tu sais, qu'on voit pas dans cet angle-là depuis quelques semaines, là, qui lui-même est un peu plus le heel, le méchant. Là, il y a un rouleau. Exact, mais là, il y a un rouleau encore plus rouleau que lui. Il se met à le battre. Ce qui fait que Castagnoli, il se dépêche, il vient faire le sauvetage. Et là, on se regarde et on poursuit un peu la rivalité entre le BCC et la CMLL. Et ça sera pour un match ce mercredi, un 3 contre 3, un trio match entre les trois membres du BCC
ainsi que 3 membres de la CMLL. Et à voir, moi j'ai l'impression qu'on va poursuivre cette rivalité-là à un prochain pay-per-view, peut-être de la CMLL. On va prêter le Blackpool Combat Club à cette fédération. Ça fait de l'allure. Et oui, et on sait que Tony aime bien ça. Et il n'est pas de fermé au Forbidden Door. Fait que normalement, il va avoir une petite passe à palette pour que cette rivalité-là se poursuive. Mais moi, j'aime bien ça parce que c'est des lutteurs qu'on voit pas souvent, effectivement. Oui, c'est frais, c'est le fun. Ça donne, des nouvelles histoires, des nouvelles perspectives de lutte. Fait que moi aussi, j'aime bien ça. Ouais, puis on continue le checklist de Bryan Danielson. Je sais pas si Hechicero était sur sa liste, mais ça fitait bien avec le style de Bryan, moi j'ai trouvé. Donc, allez voir ça, vous aimez ce genre de match-là de Bryan Danielson. C'en est un à ne pas manquer, qui est excellent. Et on l'enchaîne de ton côté avec, non pas ton match de la semaine, mais plus ton, je sais pas comment dire, ton bout d'histoire. Je vous analyse un peu tout ce qui s'est passé après le Rumble pour notre cher Cody. Oui, qui a gagné le Rumble, mais là, qui a eu beaucoup de montagnes russes en dernière semaine. Une semaine, il s'en est passé des affaires. Je suis un peu pour vous résumer tout ça et avoir peut-être votre opinion, pas ton opinion, Max, mais avoir l'opinion de tout le monde sur comment ça finit. Donc, à SmackDown du 2 février, on va s'y rendre. Donc, le Raw, après le Rumble, Cody fait un segment promo en début de la deuxième heure. Un segment ou un bout d'émission qui est souvent reconnu pour avoir une promo, pour avoir quelque chose, donc pour apporter des yeux sur le produit après une heure. On s'entend, Raw c'est 3 heures, il faut essayer de garder ça le fun, de garder ça frais. Donc, Cody arrive, il rentre dans le ring comme l'ultimate babyface qu'il est. Tout le monde l'aime, tout le monde chant « You deserve it, you deserve it ». On sent que Cody est content d'être là. Mais moi, je trouvais que il était pas... On dirait qu'il était moins là que d'habitude. On dirait qu'il manquait un petit étincelle dans l'œil. Puis, toi, tu sentais déjà qu'il y avait anguille sous roche. Ouais, mais je le voyais, mais on dirait, j'étais comment là, il était juste fatigué. Je m'attendais pas qu'il allait avoir un si gros twist que ça. Il finit par dire ça au Tampa, what you wanna talk about, sa phrase classique. Fait que, je me suis dit, ça va être une promo classique. Il va nous parler de son père, il va nous parler de l'histoire qui va finir, puis il va avoir une petite twist pour être capable de nous garder hooked jusqu'à Mania. Je m'attendais pas en tabarnak d'avoir une grosse twist comme qu'il va avoir. Il demande même à Samantha Irvin, qui est sur le bord du ring, de redire sa phrase de « Et le gagnant du Royal Rumble 2023-2024, Cody Rhodes ». Puis là, le monde vire fou, le monde capote. Même que Cody a dit une phrase avec un peu la larme ou les yeux mouillés. Il dit quelque chose comme merci beaucoup d'avoir été là dans les derniers jours ou dans les dernières 48 heures. C'est comme s'il se passe quelque chose dans sa vie. Puis merci d'être là pour moi. Puis il le dit avec les yeux pleins d'eau. J'ai pas compris si c'est quelque chose dans sa vie personnelle. Ouais. Peut-être que ça a rapport avec ce qu'on va connaître plus tard dans l'épisode ou plus tard dans la semaine, donc à SmackDown. Je sais pas si ça a rapport avec ça. Mais j'ai trouvé ça bizarre un peu que il est super content, super hype, puis là il nous parle de quelque chose de très quasiment tragique ou qui avait l'air tragique, mais Cody c'est Cody. Ouais. Il est capable d'en beurrer épais. Ouais. Il veut rendre WrestleMania 40 ou WrestleMania extra large officiel, mais encore plus extra large qu'il est déjà. Extra large, plus qu'extra large, extra large. Mais Q la toune à Seth Rollins, je m'attendais pas à ça. Ben, je m'attendais pas. En même temps, on savait pas. Il a pas encore pris sa décision. Ben, moi à ce moment-là, je vais te dire mon état d'esprit. Moi, j'étais comme, c'est intelligent ce qu'ils font. Parce qu'ils veulent pas aller rapidement vers le truc évident. Si on veut, ils veulent installer peut-être pendant quelques semaines un côté. Il va choisir qui. Et là, je te laisse pour ça avec les arguments de Rollins. Mais moi, j'étais comme, c'est quand même des bons arguments pour faire réfléchir au niveau de l'histoire. Je me situe à la même place que toi. Moi, j'ai tout aimé ça, tout ce segment-là. Fait que, si ça t'arrive, il n'y a pas de béquille, il n'y a pas de canne, parce qu'on s'entend, il s'est fait opérer dans le genou. Le genou scrap. Il a l'air en forme.
il félicite Cody de façon sincère, une poignée de main. Mais ensuite, Seth dit quelque chose comme que s'il lutte contre Roman, il fait une grave erreur. Il devrait lutter contre lui. Il dit tu sais pourquoi ce titre existe. C'est pour tout le monde qui était tanné de Roman Reigns, tanné de voir un champion qui n'est pas présent. C'est pour ça que la ceinture que j'ai présentement existe. Là, il continue en disant que Roman est plus relevant, il est plus actuel. Que personne dans la WWE a besoin de Roman, qu'on devrait pas le mettre sur un piédestal. Il dit qu'est-ce que tu veux? Un titre de Hollywood, le titre à Hogan, un titre qui est juste apparence, Warrior, juste feu d'artifice, puis que ça, quelque chose qui veut un peu rien dire, ou tu veux le titre à Dusty. Le Workhorse title, le Blue Collar title. Si tu demandais à ton père, il choisirait mon titre à chaque fois. Puis, on voit que ça travaille Cody, hein. Parce que Cody, il dit j'ai beaucoup de respect pour toi. Puis je comprends les points, je comprends les arguments que tu me dis. Puis il dit tout simplement je vais y penser. Puis il s'en va. Ce qui met fin à ce segment de Raw où j'ai vraiment, comme tu disais, Max, j'ai aimé ce qu'on nous a mis, ce qu'on nous a planté comme graine, de faire comme, OK, ben ça, on va être capable de les tirer sur 2-3 semaines, pour être capable de se rendre peut-être à l'Elimination Chamber, pour être capable de, il va aller vers qui, tu rentres un Paul Heyman là-dedans qui va négocier avec Cody, je voyais ça vraiment comme, on allait les tirer, puis on allait aller vers un genre de vente aux enchères, de savoir vers qui Cody voulait aller. Donc, on se projette ensuite vers SmackDown du 2 février 2024, et c'est là que shit hit the fan. C'est le dernier segment du show, c'est la fin, et c'est une promo de Roman Reigns qui avait été annoncé préalablement, donc on savait qu'elle allait être présent. Grosse entrée qui dure 15 minutes comme d'habitude. Avant qu'ils puissent demander aux gens de l'Alabama de l'acknowledge, il y a des Cody chants qui se font entendre. Cody. On sent que Roman est un peu là. Ça vient le chercher. Pas content de ça, mais il comprend. Il comprend de ça. Fait qu'il finit par demander aux gens de l'acknowledge, aux gens de se rendre compte qu'il est là. De faire comme hey, j'existe. Puis il diminue Seth. Il appelle son brother, mais il appelle aussi. Il dit pour vous, vraiment, The Guy, c'est le gars qui porte le linge de sa femme à la télé chaque semaine. Je trouvais ça très, très bonne ligne. Oui, peut-être que. Il est fâché de ce que Seth a dit. Ouais, oui, vraiment. Puis. Très fâché. Puis, il va se débattre avec les peu d'arguments qu'il y a en faisant comme. Il dit que je suis pas là, puis il dit que je travaille pas, mais je m'en calisse, moi je fais 10 fois plus d'argent que lui. C'est comme, ben oui, mais ton argument a quand même pas valide tant que ça. Nous, on s'en fout de l'argent que tu fais. Nous, on veut voir de la lutte, t'sais. Fait que Roman qui essaye de diminuer Seth, ça fonctionne quand même semi, puis c'est bien correct. Ouais. Q, il traite de numéro 2. C'est le champion numéro 2. Oui, c'est ça. Clairement, parce que tout le monde qui l'a affronté, Reigns, il les a déjà affrontés. Fait que là. Oui. J'ai bien aimé quand même cet angle-là de dire c'est comme le losing, le côté des perdants, là, tu sais. Le loser, title for the losers, ou le secondary title. Ouais, comme dans un tournoi, genre de hockey ou peu importe, t'as le côté gagnant puis le côté perdant. Puis là, ben, c'est le bracket du côté perdant, du côté de Seth. Donc, il essaie de remonter un petit peu, là, parce qu'on s'entend à Seth à attaquer un peu sa légitimité lors de Raw lundi. Absolument. Fait que il remet un peu d'équilibre là-dedans. Puis c'est Q Music de Cody parce que fallait qu'il soit là. Fallait qu'il vienne parler à SmackDown. Fait que comme il rentre, Cody arrive, bel accueil. Et il dit So, what do we want to talk about? Et il demande qu'on libère le ring. Il veut que ce soit une discussion 1 à 1. Donc Solo et Jimmy sortent du ring pour que ça reste propre comme conversation. Cody qui dit qu'il a pris beaucoup de conseils d'amis, de collègues et de légendes. Et dès qu'il a dit qu'il a pris des conseils de légendes, j'ai fait comme
on le sait où ça s'en va. Il dit qu'il a beaucoup aimé le pitch de vente de Seth, mais qu'il est pas d'accord avec que le titre universel, c'est un titre de Hollywood, puisque c'est quand même le titre que Bruno Sammartino a eu tout ce temps. C'est le titre que son père a tenu dans ses mains au Madison Square Garden pour se le faire enlever quelques minutes après. Tu dis que... Ça, c'est Cody qui dit ça à Roman. Dit que c'est ça, tu dis que c'est ton titre, mais tu dis aussi que ça, c'est ton ring, puis que tout titre t'appartient. Et il dit... il pose la question, il dit... qu'est-ce que ça veut dire, finir mon histoire? Ça veut-tu dire prendre ce titre-là? Ou ça veut dire prendre tout ce qui t'appartient, qui est titre, présentement? Puis c'est là que ça commence... Tu sais, la roue est débarquée. Là. À ce moment-là, là, je suis comme, ok, on a installé quelque chose. Et c'est là que Cody annonce que, oui, je veux ton titre. Je vais m'en venir pour ton titre, mais pas à WrestleMania. Et là, il y a eu un onde de choc qui a passé dans l'arena. Et là, on se dit, hey, là, attends, essayons de l'analyser un peu qui est faible, ce côté-là. C'est quand même difficile à imaginer, qui est faible, qu'un Cody Rhodes qui dit que non, je veux absolument le titre, mais je vais encore attendre, ça sera pas à Mania cette année. Comme, je comprends ce qu'ils veulent faire, mais on dirait que ça fit pas avec le côté kayfabe de dire je le veux encore absolument ce titre-là, mais je vais attendre ailleurs pour aller le chercher. Comme si un pitch... Je trouvais ça bizarre comme côté. Je pense que j'aurais préféré qu'ils prennent langue réelle, qui est probablement hey, il y a quelque chose de plus gros qui t'attend, ou je sais pas quoi, que je me suis fait tasser, ou on m'a pas laissé le choix, puis j'étais un bon, je sais pas trop, en bon employé, ou en bon, je vais laisser la place à une ils ont un peu fait clin d'œil à ça, du côté réel, justement. Exact, du côté réel, ils l'ont fait, mais kayfabe, j'aurais aimé que ça soit développé peut-être dans l'histoire, pendant la promo. Là, je comprends, ouais. Parce que je me sens que c'est weird que... Un pitch de 3 minutes de la part de Seth, puis toute l'idéologie du dernier 2 ans à Cody prend un 180, c'est ça. Il manque un peu de continuité, ou il manque quelque chose de logique. Ou vend clairement le fait que hey, Seth, il m'a convaincu au pire. Si tu veux garder ça le kayfabe. Hey, il m'a vraiment convaincu, c'est vrai que là, tu diminues un peu, mais là, on a fait comme on essaie de faire, d'avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps. De faire, je te légitime encore, je veux encore ta ceinture, mais ça sera pas moi pour Mania. Leur carte, je suis certain que ce que eux se disent à WWE, c'est leur carte, c'est ok, ben, si au pire tout le monde haït ça, on va envoyer Rock faire une promo de 15 minutes, puis tout le monde va revirer de bord, puis tout le monde va être derrière Rock, puis on va pouvoir continuer. Je sais pas à quel point ça va fonctionner, mais j'ai l'impression que c'est ça leur wild card, c'est de faire comme au pire, personne peut haïr Rock, on va l'envoyer faire une promo, puis ça va tout se régler tout seul, mais tu sais. En même temps, ça va donner, pour l'histoire, pour le Bloodline, c'est pas mauvais, là, c'est même très bon. Fait ça, pour en fait, pouvoir continuer cette discussion-là, l'onde de choc quand Cody annonce que il ira pas contre ta ceinture à WrestleMania. Il dit motte la poignée, ta ceinture pas tout de suite. J'ai pris conseil d'une personne, une des personnes à qui j'ai parlé, qui te connaît vraiment bien. Puis là, tout le monde se lève dans l'aréna et on entend ce que le Rock veut qu'on sente, qui est en train de cuire, de cuisiner. Et c'est le Rock. Puis c'est bon. C'est bon. Même si j'étais un peu déçu puis confus à ce moment-là, c'est sa toune, c'est lui, c'est... Même, je trouve ça... C'est quasiment rendu un peu tacky, ce qui fait quasiment cringe, mais je fais comme, ben c'est rock, c'est bon pareil. Puis j'ai eu des frissons, comme lui quand il montre qu'il a eu des frissons sur son avant-bras. Moi aussi, j'en ai eu. Ben, vois-tu? On a tous des frissons. Il rentre dans le ring, serre la main à Cody, une grosse accolade, lui parle un bon secret là, de 4-5 minutes, là, ça a été. Pour la télé, c'était long. Son secret, là, maintenant, avance. Puis, Cody est juste parti. That's it. Ouais, un peu ému, parti ému un peu. Ouais. Je sais pas c'était quoi le secret, mais ému ça avait l'air d'avoir ému un peu.
Ah, je sentais que c'était plus ému. Oui. J'ai l'impression qu'il a dit de quoi sur peut-être son papa ou un classique. Sûrement. Mais, fait que c'est ça, à savoir. Là, je sais pas si. Au moment où vous nous écoutez, c'est sorti, là, il y a eu beaucoup de backlash des fans qui sont en tabarnak sur cet angle-là. Maintenant, à savoir si ça va rester rouge comme ça ou si ça va revirer de bord. On le sait pas. Ben, on l'a déjà vu, hein, la WWE sort virus des scènes après des décisions audacieuses comme celle-là. Moi, comme je te dis, le truc que j'aime moins, parce que moi, le SmackDown se termine et je comprends pas encore Oui, c'est ça. vraiment Ouais. qu'est-ce qui vient de se passer. Là, on dirait que c'est en réfléchissant le lendemain, le samedi, que j'ai fait OK, non, il s'en va effectivement contre Rollins. Mais c'est pas officiel. Là, ils ont annoncé. Parce que le fait qu'il dit. Non, mais je sais que c'est pas officiel, mais le fait qu'il dit que ça sera pas à WrestleMania cette année. Ouais. On dirait que c'est comme ça qui fait débarquer à roue que je suis genre, ben là, c'est sûr que ça va contre Rollins. C'est pas à WrestleMania qui se pogne contre Reign. Parce que là, t'aurais pu aussi avoir un espoir que ça soit un triple threat. Puis ça aurait fait du sens aussi avec un The Rock qui revient, qui est peut-être pas dans la meilleure condition cardiovasculaire. Il a chaud. Fait que tu sais, un match à 3 pourrait l'aider à mieux ça. paraître dans un match comme ça. Là, tu vas avoir un match 1 contre 1 avec Reigns, c'est ce qui se poursuit. Fait que, tu sais, est-ce que ça aurait eu plus d'impact de rajouter Rock plutôt, mais garder le Cody, ou on voulait vraiment isoler l'histoire avec des promos, parce qu'on s'entend, Reign, il n'y a pas ça non plus, faire des promos. Fait que là, on va avoir beaucoup de semaines de SmackDown avec des bonnes promos entre les deux, mais on dirait que ça va être dommage un peu plus pour le match. Mais tu sais, c'est la réalité de n'importe quoi que la WWE va faire, dans le sens où s'ils nous donnent le match qu'on veut, qui est Rock Roman, on trouve un moyen de chialer parce que Cody peut pas finir son histoire. Cody finit son histoire, puis on nous donne pas Rock contre Roman, on va chialer parce qu'on nous a pas donné Rock contre Roman. Fait que là, c'est le beurre puis l'argent du beurre, puis mais ouais, c'est ça. Là, c'est de calculer, c'est-tu vraiment la bonne décision? J'ai l'impression que oui, au bout de la ligne, Cody. J'ai l'impression que oui, mais. Il a le temps de finir son histoire pareil. Puis, je veux dire, depuis Mania l'année passée, on a tout fait comme, ok, ben, il l'a pas fini là. Il va finir un moment donné. Ça sera juste pas en 2024, ça a de l'air, tu sais. Ouais, mais c'est qu'on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Une grosse twist. La lutte, c'est de la lutte, hein. Ouais, mais même, tu sais, une grosse blessure de Cody qui ferait qu'il se rendrait peut-être pas. Tu sais, on s'entend, c'est quand même il est en forme, tout ça, mais il vieillit pas. Il rajeunit pas. Puis si c'est vraiment le plan que t'as, je comprends pas pourquoi tu l'as pas installé au Rumble, pourquoi tu l'as pas fait gagner Rock au Rumble. Ou que là, on aurait tout légitimé tout ça avec un chemin plus clair. Pourquoi Cody gagne s'il est pas capable de décider contre qui il va aller se battre finalement, t'sais? Fait que là, on dirait que c'est un rub pour Cody de dire, OK, on te met dans la catégorie des gens qui ont gagné 2 fois de suite un Royal Rumble, qui ont gagné 2 Rumble, il y en a pas tant que ça. 2 fois de suite, il y en a seulement 3 avec lui. Donc, OK, on te donne un gros bonbon de ce côté-là en termes d'accomplissement, mais on te donne pas le match qui serait logique que tu veuilles, puis que même lorsque le Rumble se termine, tu sais, la fin, ça a l'air pas mal buildé que ça va être Reign, là. Il pointe Reign en fâchant, puis il est comme, OK, c'est clair, ça s'en va là, puis là, oh non, dans 2 semaines, on tourne ça en 180 degrés, fait que, puis c'est ça. On dirait... C'est ça. Je suis déçu du chemin que ça l'a pris. Je pense que c'est quand même la bonne décision Reign contre Rock. Je pense que oui. Mais dans le chemin qui a été pris, ça fait pas de sens. C'est pas très logique que Cody y aille pas essayer. Par contre, SmackDown, la semaine prochaine, il va y avoir du monde en tabarnak qui vont l'écouter. Là. Même le Raw d'aujourd'hui, ou le Raw de lundi le 5 février, on s'entend qu'il y a des yeux là, qui vont aller sur le produit. Là. Ça va apporter du monde. Fait que, pour ce côté-là, c'est winner parce que justement, on veut voir vers où ça s'en va. T'sais. Fait que, bizarre, déception, mais curiosité à savoir où ça s'en va. Puis, force est d'admettre que moi, ce genre de twist-là, je suis un peu maso là-dessus. Là. Quand il y a des décisions que je trouve bizarres, je suis tout le temps un peu curieux de savoir où ça s'en va, puis vers où ils vont développer toute cette histoire-là, puis est-ce que ça va finir par être bon? Est-ce que ça va être décevant Est-ce qu'ils vont garder l'émotion qu'on a là? Est-ce qu'ils vont cultiver l'émotion qu'on a là ou ils vont réussir à nous faire tourner de bord? C'est tout le temps quelque chose que j'aime voir se développer devant mes yeux. Fait que
On verra bien tantôt à Raw, on verra bien en fin de la semaine à SmackDown vers où ça s'en va. Peut-être que Rock va arriver à NXT, qui sait. Ben oui, puis là, on aura le temps en masse d'en reparler pendant notre Road to WrestleMania. Oui. Mais c'est ça, tu sais. Est-ce que Reigns, ça se poursuit, ça veut dire? Parce que on a un Rock, on lui donne la belle, puis on le fait perdre le lendemain au Raw après Mania. Je sais pas que ça se passe, mais tu sais, il y a ça et tout qui est comme un. C'est ça, qui est un point d'interrogation. Puis t'es comme, on va-tu encore avoir une autre année de plus avec un Reigns champion indétrônable, avec un Bloodline qui intervient? C'est ça, toute l'histoire du Bloodline aussi, là, faut pas l'oublier. Là, est-ce que Rock, qui rentre sur le ring devant Jimmy pis Solo, puis il fait comme non, vous venez derrière moi, comment ils vont réagir? Mais ça peut être bon, bien construit. Tout ce côté-là, tout le head... Moi, je trouve que l'histoire Head of the Table est beaucoup plus intéressante que l'histoire pour la belt. Fait exact. C'est aussi deux histoires qu'il aurait pu nous raconter parallèlement. Rendu là. Ouais. Moi, j'ai toujours été plus en faveur d'enlever la belt, comme de faire cette histoire-là une fois que la belt ne sera plus dans les mains de Roman Reigns. Parce que cette histoire-là, en tant que telle, est assez intéressante pour ne pas avoir de ceinture. Cependant, bon, on est en mode battre des records. Donc, on va continuer d'en battre, d'après moi. Ben oui. Mais c'était tout de même des bonnes promos, des bonnes semaines de lutte. Et là, on va vous faire nos dégustations de la semaine. Mais avant ça, on vous rappelle, n'hésitez pas à liker, encore une fois, à nous dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez apprécié ou pas, comme nous. Vous voyez, on a un petit peu les deux côtés là, avec l'histoire. Êtes-vous content de Cody ça de l'autre côté, que The Rock arrive? Fait qu'on va avoir vos commentaires sur ça. Oui. On vous rappelle également qu'on est dans le Road to 1000 abonnés. Le Road to 1000 abonnés. Fait qu'on veut se rendre à 1000 abonnés d'ici Mania. Fait qu'hésitez pas à partager, à liker. Sur YouTube. Sur YouTube, effectivement. Donc, partagez, likez, parlez-en à vos amis qui ne nous ont pas encore écoutés. Faites-leur découvrir ça. Et pour nos dégustations de la semaine, on va commencer avec Raw du lundi, qui était un bon Raw. Moi, j'ai bien aimé ce Raw-là. Peut-être commencer avec tout d'abord les deux nouvelles équipes de commentateurs. Je te laisse en jaser, Pierre. Oui, en fait, on a su à Raw que c'était donc Pat McAfee. Pat McAfee qui se rajoute. Cole. Michael Cole. Qui reprennent leur duo. Ça m'a mélangé parce qu'il était à SmackDown avant, donc l'année passée, les deux étaient à SmackDown. Donc, c'est rendu deux duos qui sont pour les deux shows. À SmackDown, maintenant, c'est Corey Graves qui est rendu qui fait du play-by-play. Donc, Corey Graves qui est rendu le chef d'antenne, qui lead. Et avec... Wade Barrett. Wade Barrett. C'est tout Bennett que son nom sur l'indie, mais Wade Barrett. Donc, des duos que j'aime beaucoup. J'ai trouvé un Pat McAfee un peu en dessous de ce qu'il est capable de nous donner, mais j'ai l'impression qu'il est en train de se réhabituer tranquillement à travailler le produit. J'ai trouvé un peu tranquille pendant le Raw, même s'il y a eu quelques bons calls, mais j'ai l'impression qu'il va remettre il va reprendre son énergie, retrouver un peu ses repères. Mais moi, j'ai un meilleur. J'étais surpris. Il était surpris qu'il y ait Pat revienne parce qu'on s'entend, il y a quand même un gros podcast et tout ça. Il était quand même bien plugué avec la NFL. Est-ce que c'est temporaire le temps que la prochaine saison de la NFL commence? J'ai l'impression que oui. Là, il va travailler jusqu'à Mania, puis après, on va peut-être pas le voir. Il va peut-être encore changer. Là, on s'entend depuis les derniers 2 ans. Là, les commentateurs, ça a bougé beaucoup plus que d'habitude. J'ai l'impression qu'ils se sont peut-être rendus compte que même si ça change pas grand-chose en bout de ligne. Ouais. Mais je suis je sais pas pour toi, là, moi je suis un plus gros fan de two-man booth, donc 2 commentateurs que 3. Je trouve que c'est moins. Les commentateurs sont capables de shiner de façon plus naturelle que s'ils sont 3. Je sais pas si toi tu préfères. Moi, ça dépend c'est qui. Ça dépend c'est qui. Je pense que je préfère 3 quand c'est 3 excellents. Oui, c'est sûr. Oui, cependant, on a divisé les 2 excellents qui sont Cole et Corey Graves. J'ai hâte de voir Graves qui est rendu au play-by-play. J'ai beaucoup aimé à SmackDown. J'ai aimé, cependant, j'aimais énormément ses calls de méchants, ses calls de heels, ses calls de... Ouais. Fait que là, dans le play-by-play, c'est plus difficile de mettre des gags de cette manière-là. Ouais. Cependant, il est aussi excellent que Michael Cole. Peut-être sera-t-il le remplaçant éventuellement de Michael Cole si
On s'entend, Michael Cole fait longtemps qu'il est là. Oui. Et si un jour, il décide de... Je pense pas que ça va être pour tout de suite, là, mais si dans 10 ans, il décide de quitter, éventuellement, ça sera peut-être un Corey Crave qui prendra la relève. Je pense que c'est lui qui est le mieux formé aussi pour. Oui, ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait presque 10 ans, lui aussi, là, qui est derrière. Mais tu sens vraiment que tu as mis un Michael Cole et qu'un Pat McAfee qui a peut-être un petit peu moins d'expérience. Ben, comme tu as dit, un peu moins le côté. Sur moins le produit, j'ai l'impression, présentement. Fait qu'il est un peu en réaction plutôt que bien comprendre tout ce qui se passe. Et de l'autre côté, je sentais un Wade Barrett plus. Pas gêné, mais intimidé peut-être ou stressé par sa première fois. Fait qu'un Corey Grave qui a été aussi solide, mais. Wade qui a aussi à travailler la dynamique entre les deux, là, qui ont comme des dynamiques semblables, si on veut. Oui, exactement. Je pense qu'il faut juste qu'ils s'ajustent un peu, puis on verra. Je pense au fil des semaines, jusqu'à Mania, jusqu'à Elimination Chamber, qui est quand même un autre mois quasiment. Là. J'ai l'impression qu'ils vont être capables de s'ajuster, puis être capables de. Ils sont toujours en work in progress là, pour pouvoir donner un bon produit. Fait que c'est à voir. Mais j'haïs pas le 3, moi. Mettons un Cole qui est neutre, play-by-play, un clair méchant en Grave, puis un clair gentil en quelqu'un d'autre. Ça pourrait être Pat McAfee, justement, qui joue très bien le rôle du gentil commentateur. Ça fait deux pay-per-view qui font les trois ensemble, puis le trio fonctionne très très bien. Là. Exact. Tout le monde est bien casé dans son personnage, dans ce qu'il doit faire. Fait que, à voir. J'ai hâte qu'on essaie, mais j'appelle ça une petite coupure de budget. Là. On essaie de faire ça différemment. On a renvoyé quelqu'un. C'est ça. Sinon, à Raw, d'autres choses qui sont passées. On a, aux côtés des promos, on a d'abord une première promo de Damage Control. Donc, Bayley qui venait de gagner le Rumble. Viens voir qui je vais affronter, tout ça. On a une Rhea Ripley qui vient un peu répondre lorsqu'elle se fait appeler. Suivi de Nia Jax qui fait un peu intimider Bayley. Et là, Bayley finit par dire: ah non, mais je vais prendre ma décision vendredi. Et là, bon, petite caméra sur Rio qui je comprends pas trop, mais ok. Ouais, ça, c'est quelque chose qui se place. J'ai beaucoup aimé la phrase. C'est la première fois de l'histoire du côté des femmes où il y a la belt par équipe, la belt champion du monde et la gagnante d'un Royal Rumble qui est là en même temps dans le ring, dans la même faction. Fait que j'ai vraiment trouvé ça le fun comme promo, comme segment de montrer la dominance de Damage Control qu'on croyait très peu au début. En tout cas, je parle pour moi, là, il y a 2 ans maintenant, quand ça a commencé, c'était pas un an et demi, ouais. 1 an et demi, Mania, ouais. Enfin, SummerSlam, ouais. SummerSlam. Ouais, c'est un SummerSlam, l'autre année d'avant. Sur le droit chemin. Parmi les autres matchs qu'on a bien aimés cette semaine, on avait le Drew et Sammy. Je te laisse en jaser. Ouais, le match comme tel, rien. J'ai beaucoup plus aimé leur premier match, donc il y a 1 mois, quand Sammy s'est blessé à une jambe. Ouais. Mais ce que j'ai aimé dans ce match-là, c'est la fin. C'est le finish où Drew est reculé dans un coin et il se protège du Hell of a Kick, en descendant, et qui... Sammy, pauvre lui, mange la protection de Drew dans le pénis. Fait que ça lui a fait mal, mais c'était pas voulu. Mais j'ai trouvé ça vraiment bright comme finish en faisant comme, ben oui, ça peut arriver. C'est quelque chose qui peut arriver dans la vraie vie, où qui ce genre de move-là où t'es à fourche déployée. Ben, ça arrive souvent. Ça arrive souvent que toi, tu viens me faire un Helluva Kick là, quand on a une soirée d'humour. Ouais. Et des fois, je me protège. Puis c'est ça, j'aime la logique que ça peut arriver dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ben c'est ça. Comme n'importe qui peut se croiser dans la rue, faire un Helluva Kick, puis manger... une protection. Voyons, pourquoi tu m'attaques? Pourquoi tu m'attaques? Là, direct dans le pénis. Fait que, non, pour l'originalité du finish, j'ai beaucoup aimé ça. Fait que c'est tout. Le match comme tel, très bien, mais pour le finish, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi, puis le côté un peu genre sans pitié de Drew. Ouais. Là, j'ai fait ça. Ok, parfait. J'enchaîne avec Tant pis, on va faire avec mon Claymore, puis 1, 2, 3. Merci, Là, par la suite, on a DIY avec contre Judgment Day. Un bon match que t'as bien aimé, toi, de ton côté. Un long match. M'a moins marqué. J'ai été sur 2 pauses, si je me trompe pas. Ouais. Puis un bon. C'est ce qui ouvrait. En fait, non, je pense qu'il n'y a pas eu de pause. C'est justement ça. C'était un Raw. La première heure était sans pause, puis on a mis DIY contre Judgment Day. Ça a duré. Oui, un long match, un bon match. Ouais, un bon pace. C'est 4 extrêmement bons lutteurs, là. Puis après ça aussi, tout le segment qui a suivi, où il y a un beatdown contre Miz.
pauvre Miz, qui est en face, pour moi, marche moins, mais il faut croire qu'ils ont besoin de quelqu'un pour contre le Judgment Day. Fait que oui, un très bon match par équipe. Je trouve que DIY fonctionne très bien ensemble. Judgment Day aussi finissent par, depuis quelques temps, ont trouvé vraiment leur dynamique d'équipe, je trouve, même s'ils n'ont pas nécessairement de move tant que ça d'équipe. Je pense que leur chimie fonctionne. Fait que oui, un bon match. Je pense que pour moi, c'est mon match préféré de Raw du 29 janvier. Fait que, allez voir ça. Ça vaut la peine. Génial. Et c'est ce qui termine la dégustation de Raw. On se suit ça avec la dégustation de Dynamite de la All Elite Wrestling. D'abord, côté promo, on avait... ben tu vois, moi, là-dessus, on va pas être d'accord. Fait que je te laisse la vendre, puis ensuite, moi, je vais la détruire. Fait que la promo du Bang Bang Scissor Gang. Moi, ok, parfait. Je sais pourquoi, puis je comprends pourquoi il y a des gens qui aiment pas ça. Je suis un gros fan de tout ce qui est niaiseux, de tout ce qui est simple, de tout ce qui est même stupide, tout ce qui est tata. Et je trouve que le Bang Bang, Bang Bang Scissor Gang, donc The Acclaim avec le Bang Bang Gang, le Bullet Club Gold, ça fonctionne bien. Le gun qui Scissor, puis le Daddy Ass qui est là avec les kids. Puis je sais que quelqu'un va trahir quelqu'un. Pas cave, je sais comment ça fonctionne la lutte. Pour le moment, je trouve que s'ils sont capables de s'aider entre eux pour s'élever, puis tu sais, c'est deux factions très très niaiseuses. Fait que pour le côté logique, je comprends que ça fonctionne pas tout. Pour le côté niaiseux puis entertainant, j'aime beaucoup ça. C'est surtout ce côté-là que j'aime, que j'ai aimé ce segment-là aussi. C'est 6 gars imbéciles qui font des choses imbéciles, mais moi ça me fait rire à chaque fois. Mais je sais pas si ça va être bon pour la continuité, puis je sais pas exactement vers où ils veulent aller, là, défendre leur titre en trio, puis whatever. Là. On s'entend que The Acclaim est champion trio de l'All Elite et le Bullet Club Gold est champion trio de la Ring of Honor. Fait que là-dessus, je trouve ça intéressant. Puis niaiseux. Puis pourquoi toi t'aimes pas ça, disons, là? Ben, j'aime le clan. Moi, j'aime tout ça. J'aime ça. J'ai juste senti que cette promo-là, qui était comme, pour moi, plus un genre de test de genre, OK, comment on va faire maintenant la nouvelle entrée? Comment on va faire enchaîner les catchphrases? Tout ça. Fait que je sentais que c'était comme une grosse répétition de qu'est-ce que sera ce gros clan-là? Comment ça fonctionne? Avec les deux entrées, avec les Scissor Me. Fait que, on a eu comme une petite différence dans au lieu The Acclaim as arrive, c'était le Bang Bang as arrive. Ensuite, on a j'ai bien aimé ça, là, du côté de Max, le Yo, listen, avant le début de sa promo, comme qu'il dit avant ses rap battles, c'est diss battle. Ça, j'ai bien aimé ça. Après, le côté cardboard, ça, j'ai moins aimé, un genre de comédie. Mais tu sais, c'était comme très rapide, court. Puis je sentais que ça servait à rien autre qu'une répétition de comment on va enchaîner nos catchphrases. Genre. Ce qui aurait été fait dans un house show du côté de la WWE pour tester. Exact. Parce que là, ben, ils peuvent juste le tester à télé, I guess. Là. Ça faisait avancer rien dans l'histoire. Non, c'est ça. Il y avait personne d'autre qui était... Fait que, tu sais, puis à l'intérieur. Fait que j'avais vraiment l'impression que c'était juste une répétition qu'ils faisaient devant le public pour voir la réaction de la foule aux différentes catchphrases ou à la différente... moi, j'ai aimé le déroulement. Ben, parfait. Toi, t'as aimé le test. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre de prendre un 5 minutes dans un Dynamite. Ben, je sais pas si c'est tiré par les cheveux, mais je sais pas. Je suis curieux aussi de voir vers où je l'aurais fait différemment. Mais tu sais, toutes les petites subtilités de Austin qui est comme plus impliqué dans qui est mieux. Oh oui, ça j'aime ça. Puis là, ben Daddy Ass, on sait pas, il va tuer. Comme tout ça, je trouve que c'est. Mais c'était vraiment un enchaînement de catchphrases qui faisait passer un peu à la DX là, dans une époque. Là. On lance un paquet de pâtes sur le mur, puis on regarde ce qui colle, puis ce qui colle, on va le continuer. Ouais, je suis d'accord. Fait que c'est bien. Sinon, une autre promo, moi, de ce côté-là, j'ai beaucoup plus aimé. C'était All In et Sting contre Stark et Big Bill. C'était coulisses. Peut-être ça aurait été le fun de le faire devant le public, mais ça menait quand même un rythme un peu différent là, de le faire coulisses. Puis ça permettait à tout le monde, en fait, là, de shiner un peu plus. J'ai bien aimé Sting aussi à l'intérieur de cette promo-là. Il y avait une belle intensité. Oui. C'est ça, j'ai senti qu'on installait comme il faut le match qu'on va avoir pour la ceinture. Fait que non, j'ai bien aimé moi cette promo backstage là entre les 4 protagonistes. Pendant qu'on est dans Dynamite là, avant
Ah ben en fait, non, il reste les matchs. Non, je vais te poser une question après qu'on va avoir fini. On va Après tous les matchs. Toi, t'as aimé Moxley contre Jeff Hardy? Ben, Toi, j'ai aimé. J'ai trouvé que c'était le meilleur match de Jeff Hardy à l'All Elite. À part le match qu'il y a eu contre Darby Allin, qui était un peu un spot fest. On lance Jeff Hardy, puis on espère qu'il meurt pas, puis qu'il brise pas. mais côté. Comme match, je trouve que c'était le meilleur que j'ai aimé de Hardy. C'est pour ça que je l'ai mis. Évidemment, on est en milieu de semaine, fait que j'étais comme. Tu sais, là, avec la grosse semaine forte, peut-être qu'il se perd un peu. Mais dans une semaine faible qu'on a eu les 2 dernières semaines, j'étais comme, c'est quand même un bon match de Jeff Hardy, rendu à son âge, tout ça. Je trouvais Moxley aussi, là, ça fonctionnait bien, la chimie entre les deux. Qui ont deux styles qui sont vraiment pas pareils. Ils ont fait aussi le spot dégueu des oreilles de Jeff, là. C'est tout que c'est pas le fun, mais bon. Ben oui, le côté plus brawler de Moxley fit bien avec un Hardy vieillissant où il y a moins besoin de se garocher partout, puis Moxley va y faire attention. T'sais, il va écrisser une volée, mais il va pas non plus y demander de se coller en bas d'un escabeau de 20 pieds, là. Fait que, ça fonctionne sur ce côté-là. Ben d'accord. Fait que pour ça, pour un petit rub pour Jeff Hardy, qui vieillit, qui rajeunit pas lui non plus, mais que à l'intérieur de la All Elite, puis je sens aussi on est peut-être à la fin là, de son passage à la All Elite. Oui. À voir, mais je suis content qu'on le mette quand même dans des matchs où il est légitimé, que on s'entend, on pense pas qu'il va gagner, mais il paraît bien. Il paraît bien quand même. Exactement. Tout le monde l'aime. Moi, de mon côté, à Dynamite, ce qui a retenu mon attention, c'est peut-être pas le. Ouais. En fait, retenu mon attention pour une raison un peu différente, c'est Deonna Purrazzo contre Taya Valkyrie. C'est pas un match que j'ai aimé tant que ça. Je vous invite à aller le voir pareil. Ça montre un peu ce que Purrazzo est capable de faire ou vers quoi elle peut aspirer. Ce que je retiens de ce match-là, c'est que à SmackDown, donc je vais mixer deux dégustations. À SmackDown, on a eu Stratton contre Michin dans un peu la même vitrine. Donc, d'un côté, on veut vendre Purrazzo contre Taya Valkyrie, cette fois-là, contre une vétéran. Donc, on veut montrer que Purrazzo, elle est forte, elle est bonne, elle est capable de lutter. Et ce qu'on a voulu faire à SmackDown, c'est Stratton contre Michin. Pour montrer que Stratton est bonne, est capable de lutter, montrer un peu le personnage, montrer vers quoi on est capable d'aller, vers quoi on veut aller. Et je trouve que ça a été beaucoup mieux fait du côté de la WWE. Je trouve que ça a été le pairing était très mieux. Michin, qui est vétéran aussi, elle était capable de bien porter Stratton pour qu'elle paraisse bien, pour que ce soit bien fait. Tandis que j'ai l'impression que Taya Valkyrie a pas fait attention à Purrazzo. C'était un peu plus sloppy, c'était un peu plus botché. Je sais que Valkyrie n'est pas la personne la plus slick. Elle est très brawler aussi dans le ring. Elle est très. Elle va être violente. Elle fitait bien quand elle était à CMLL ou à AAA. Quand elle était au Mexique, elle fitait très bien. Fait que juste pour dire que j'ai quand même aimé vers où on s'en va avec Purrazzo. Mais que pour vitrine contre vitrine, j'ai l'impression que la WWE l'a mieux fait pour à peu près le même spot, à peu près le même match, le même booking derrière les matchs. Fait que, c'est pour ça que je vous invite à aller voir les deux. Autant Purrazzo contre Valkyrie à Dynamite du 31 janvier, autant que Stratton contre Michin au SmackDown du 2 février. Et dites-nous vous aussi qui vous avez préféré entre les deux vitrines, un peu semblables. Quand même d'accord, je pense, avec ça. Ce qui est plate, c'est que je pense vraiment que Purrazzo est vraiment très forte dans le ring, mais qu'on n'a pas encore réussi à avoir un bon échantillon de tout ça, là, tu sais. Fait que, alors que je sentais Stratton qui a été mieux booké. En fait, le match était plus clair, avec également, tu sais, OK, on va à la pause avec un zoom-in sur Stratton qui fait sa catchphrase. Tu sais, c'était bien construit de cette manière-là. Là-dessus, je suis d'accord. Michin est excellent. C'est le meilleur match de Michin depuis... Michin, même depuis 2-3 semaines, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Oui. Et c'est pas quelqu'un que, normalement, je suis fan. Mais je l'ai trouvé bonne également dans le Rumble. J'ai trouvé bonne lors du Road jusqu'au Rumble. Cependant, Stratton, j'ai un petit peu été déçu du finish qui a été un peu manqué. On n'a pas atterri. Le plus beau moonsault. Mais surtout que ça s'appelle le plus beau moonsault. Il est quand même beau, elle a juste pas landé. Il est très beau, elle l'a juste pas mis à la bonne place. Mais tu sais, j'étais comme je sais que c'est le nom, mais ça me faisait un petit... Ouais, c'est vraiment le plus beau s'il l'a pas à la bonne place. Mais c'est vrai qu'il est le fun à voir et lorsqu'elle est dans les airs, la rotation est très belle. Je mettrais peut-être pas en avant cependant je
pense que je préfère quand même celui de Charlotte, pour ma Oui. part. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Je trouve la vitrine a mieux été faite du côté de Stratton, je suis d'accord. Il y a hâte de voir comment on va la construire. Hein, Ouais. parce que dans le bilan 2024, parce qu'on sera là en décembre prochain, Stratton va être une potentielle à gagner recrue de l'année. Vraiment, Donc, absolument. On va voir le build qu'elle aura cette année. Mais, un futur prometteur pour Stratton. Exact. J'ai hâte de voir parce qu'elle a le look de WWE, mais plus bonne dans le ring que les gens qui ont normalement ce look. Oui, les divas, là, c'était pas ce qu'il y avait de meilleur dans le ring. Elle a le look diva, mais elle est excellente, elle est très fluide. Exact. Fait qu'on va toucher du bois qu'il n'y ait pas trop de blessures, qu'on puisse rester en santé et faire toute l'année, l'année recrue de feu. Mais pendant qu'on est dans SmackDown, on va continuer avec notre dégustation de SmackDown dans les promos. Moi, de mon bord, j'ai bien aimé les Logan Paul, règle générale. Et j'ai ça, à chaque fois que je dis ça, je vous mets un petit peu dans ma bouche quand je dis que j'ai bien aimé Logan Paul. Mais à chaque semaine, il me gosse de plus en plus parce qu'il est tellement bon. Là, il est bon partout. Il est bon dans le ring. Là, il est bon comme quand il fait des promos dans le ring. Il est bon quand il est co-commentateur. J'écoute le match, ça me fait rire ce qu'il dit, il me gosse. Ouais. Ensuite, il est backstage, la promo qu'il y a eu avec le GM Nick Aldis lorsque Bianca Belair est là. J'ai trouvé ça très drôle aussi. Ça construisait son personnage de méchant. Ça permettait de mettre Bianca également un peu... c'était comme femme... En tout cas, j'aimais ça, le côté macho, là. Qu'on amène un Logan Paul très macho face aux femmes. Je sais pas si on va poursuivre ça, mais j'haïrais pas ça qu'il commence à se mettre à dos surtout une Bianca Belair qui est comme peut crisser une volée, là. qui peut crisser une volée pour vrai, puis que peut-être ça ait un impact éventuellement dans les histoires, mais c'est un angle que j'aime bien, qui fit bien avec le personnage aussi. Fait que je vous invite à regarder les différents trucs que Logan Paul a fait, parce que encore une fois, c'était bon. Chris, il me gosse. Plus qu'on parle de Nick Aldis, j'ai beaucoup aimé. C'était très très cool, mais où on présente Braun Breaker. Adam Pearce arrive, et comme, t'es-tu sûr tu veux signer avec lui? Viens me voir lundi à Raw. Braun Breaker, on sait pas trop il est où. Jade Cargill, c'est pas clair non plus, elle a tout signé. Mais là, elle avait l'air d'avoir signé lundi, mais là, elle va peut-être laisser, je sais pas. Mais c'est le fun, je trouve ça le fun que deux personnes qui se sont démarquées dans le Rumble, on leur offre des contrats, puis là, on sait pas vers où ils vont. Fait que ces petits segments-là, justement, là, backstage avec Nick Aldis et Adam Pearce, avec Braun Breaker et Jade Cargill, j'ai bien aimé. Sinon, le Bayley, tout le segment où... qui est l'affront, qui a commencé un peu coulisse, c'est pour ça qu'on en a jasé de Pierre-Paul au départ, parce que le segment dans le vestiaire était calqué, pratiquement, que dans du segment de Evolution à l'époque, avec un Batista qui genre entend un peu le reste de l'équipe parler un peu contre lui. Le seul truc que j'ai moins aimé, puis là je suis comme... Là c'est peut-être... j'ai deux manières de l'interpréter. Mais pourquoi Io Sky se met à parler en anglais quand il est dans les vestiaires, et là c'est le truc que Bayley entend? Fait que là, parce que surtout que lors du vrai segment, le gros reveal qui est popé, c'était quand Bayley parlait japonais. Fait que je suis comme, on aurait pu laisser ce segment-là parler en japonais, et là, voir une Bayley qui arrive, puis qui fait sa face de qu'est-ce qu'ils ont dit, ou peu importe, puis que là, il y a le reveal sur la scène qu'elle comprend le japonais. Et là, je pousse, là, je tire les cheveux pour faire que le booking de Triple H fonctionne. C'est comme si on était dans la tête de Bayley à ce moment-là, et qu'elle parlait japonais, mais là, vu qu'on est dans la perspective de Bayley, elle le comprend, fait qu'elle les entend en anglais. Mais là, je pousse vraiment par les cheveux, parce que c'est rare qu'on fait un truc comme ça à WWE. Mais il y a un truc, justement, dans Gardien de la Galaxie, qui avait fait ça avec Groot à la fin du dernier, au lieu qu'on entende I'm Groot, on entend lui qui fait une vraie phrase, mais qu'on comprend que tout le monde maintenant le comprend, Groot. Fait que c'est comme ça qu'ils l'entendent parler, non pas juste I'm Groot. Fait que c'est peut-être ça qu'ils ont voulu faire, mais je pense quand même que ça a eu plus d'impact si on avait laissé ce segment-là en japonais au complet pour une Bayley qui arrive pour ensuite faire le reveal sur le stage. Un reveal que j'ai bien aimé quand même. Aussi. Cependant que j'ai trouvé un petit peu... j'aurais aimé qu'on étire un petit peu plus cette sauce-là. Parce qu'on s'entend, on le voyait venir, puis là lundi, j'étais comme est-ce qu'on pull the trigger tout de suite ou on va laisser? Finalement, on a décidé de pull the trigger dans un excellent SmackDown, on s'entend. C'était un SmackDown très très fort.
Un très bon SmackDown qui était probablement pour moi l'épisode, Épisode le show de la semaine. Ouais. Fait que moi, j'ai aimé le reveal quand elle a parlé japonais. Ça a fait un gros impact. Par la suite, est-ce que. C'est ça, là, c'est à voir Dakota Kai où elle va se situer. Oui, ben c'est Parce ça. que je pense qu'on va avoir besoin d'un allié du côté de Bayley si on fait un long road jusqu'à Mania qui est rempli d'embûches avec Damage Control, qui ne fera que la battre, que la mettre en beatdown, ou elle va devoir tout le temps se promener avec un morceau de métal. Se protéger, il faut qu'elle se protège. C'est Qu'elle se ça. protège. Mais oui, j'ai bien aimé le beat. On le teasait beaucoup dans les dernières semaines, même avant. Et dans les dernières semaines, je trouve qu'on a un peu laissé de côté le tease. On retrouvait une belle symbiose au travers de Damage Control. Je trouve qu'on allait moins vers qui va trahir qui. On incluait plus Bayley. Fait que c'est comme si, pour moi, de mon point de vue, on a un peu essayé de cacher ce qui allait se passer en faisant comme non, ils s'entendent bien, puis même si dans le Rumble il y a eu quelques petites émotions, quelques petits segments où on pouvait montrer quelques fissures dans le ciment de Damage Control. Fait que j'ai quand même aimé tout le booking de tout ça. Peut-être un peu pas mal joué, mais joué bizarrement quand les trois japonaises riaient en arrière de Bayley. J'ai comme ça répète peut-être mieux fait, mais en même temps, ça reste que c'est de la lutte, puis tout va apporter pour un super bon match de Bayley contre Io. Fait que, de ce côté-là, c'est ça. Je suis excité par le match. C'est ça. Puis là, j'ai hâte de voir comment va-tu rajouter des nouvelles couches à l'histoire. Ouais. Parce que là, il me semble que toutes les couches sont écrites déjà. Ouais. Fait qu'est-ce qu'on va ajouter Mais Dakota Kai va venir personnel. rajouter quelque chose là-dedans, va venir... je sais pas. J'ai hâte de voir où on va y aller plus... Je sais pas. Je sais pas quelle angle qu'on va faire pour le construire pendant 2 mois et demi. Mais ils me surprendront. Moi, j'aurais... Ben c'est ça, je sais pas. On va voir. Sacha Banks ici, on sait pas. Elle va et tout. Peut-être l'autre bord. On sait pas. Sinon, un beau petit match aussi que t'as bien aimé, je pense, le Fatal 4-Way Tag Team. Qui était... Oui, entre Pete Dunne, Tyler Bate, qui ont gagné contre Pretty Deadly, LWO et le Legada del Fantasma. On s'entend, là, c'est un Fatal 4-Way à 4 équipes. Ça bouge, ça roule. J'ai quand même aimé le spot du monsieur de la LWO qui se fait propulser. Oui, la corde. Là. Par la corde, blablabla. J'ai pas aimé le replay était meilleur que quand on l'écoutait live. Là. Je sais pas pourquoi il a pas pogné tout de suite la caméra de loin pour voir à quel point il se rend loin en se faisant propulser. Puis sinon, bien aimé un peu la mise en scène de tout ça. Pretty Deadly, quand même de plus en plus fan. Ils me font rire. J'aime quand même le booking, comment ils sont dans le ring. Pete Dunne, Tyler Bate, j'aime enfin qu'on légitime Pete Dunne, évidemment. Tyler Bate, quand même sympathique et un peu tu sais, il y a des coups, genre, tu sais, quand il prend son pied, puis il donne une swing avec son pied. Avec son pied, Je trouve ça drôle, niaiseux. Il me fait un petit peu penser un peu à du vaudeville, comme qu'il y avait les vaudevillains dans le temps. Un peu, je trouve qu'il fit bien dans ce genre de truc-là. Un beau spot, il y a 4 personnes qui ont fait ton rêve en même temps aussi. Et oui, les 4 en même temps qui se relèvent, ça c'était beau. 4 rêves d'un coup. J'ai hâte de voir combien ça va être quoi le record de mes rêves en même temps. Mais là, à date, c'est 4 en même temps. Bravo les 4 messieurs. Et non, c'est ça, un match qui j'ai l'impression... En tout cas, je sais pas où tu penses que ça s'en va. Mais ils en ont annoncé un autre Fatal 4-Way Tag Team à Raw. Entre 4 autres équipes. Mais c'est pour aller se battre à Elimination Chamber contre... Exact, c'est ça. D'après moi, ça s'enligne vers un des Elimination Chamber. Ce sera un Elimination Chamber par équipe. Donc, Ouf. Fait que, il y en a déjà eu dans le passé. Il y en a eu 1 ou 2, si ma mémoire est bonne. Mais c'est tout le temps un match qui est le fun à mettre en équipe aussi. Parce que là, t'en as 2 qui peuvent se battre. Plutôt qu'un seul. Fait que, bref. J'ai quand même aimé ça. J'aime où ça s'en va. Puis enfin, qu'on légitime un peu plus la division par équipe parce que là, il commence à avoir beaucoup de joueurs importants qui sont capables d'être bons et bonnes. Triple H est un fan de lutte par équipe. Là. Ça paraissait dans le temps à NXT quand c'est lui qui bouquait. Donc, j'ai l'impression qu'il va relever cette division-là à ses lettres de noblesse. Fait que, tant mieux.
Puis ça, c'est ce qui fait le tour de SmackDown Ouais. du 2 février, le show de la semaine, d'après vos sommeliers de la lutte. Ouais. Fait que si vous cherchez juste un show à écouter, un petit show de 2 heures qui passe super bien, un autre show de 2 heures qui a très bien passé était bon. aussi, qui était très bon. Il était bon. C'est Il le était bon aussi. Collision du 3 février du côté de la All Elite. Dans les promos de la All Elite, j'ai beaucoup aimé Mark Briscoe avec Tony Schiavone sur le ring. Mark Briscoe qui est content, qui est honoré d'être avec une légende comme Tony Schiavone dans le ring. Il dit que lui écoutait dans le temps Schiavone qui faisait des entrevues avec ses idoles dans le ring, fait que lui de se retrouver là. Puis Mark Briscoe, il joue son rôle là, à la perfection, un genre de redneck un peu perdu, mais qui est sympathique. L'ultimate babyface, je pense que c'est un des babyface qui a la meilleure réaction du côté de la All Elite. Puis après ça, ben, il y a eu un genre de promo vidéo de le House of Black qui le menaçait. Fait que je trouve un beau petit segment, bien sympathique. Ouais. Là, rien qui révolutionne la lutte, mais juste Mark Briscoe, j'aime beaucoup le personnage. C'est pour ça que moi, c'est dans mes tops de Collision côté promo. Vraiment. Puis un peu une transition, j'ai l'impression qu'il va être fait entre la rivalité entre House of Black et FTR. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'on va se diriger vers Mark Briscoe. Est-ce que FTR en fera partie ou pas? Je sais pas. J'ai l'impression que FTR s'enligne vers d'autres choses avec Daniel Garcia. Mm-hmm. Mais là, est-ce qu'on va avoir un Mark Briscoe qui va, contre toute attente, affronter tout le monde du House of Black? À voir. Ça va le rendre sympathique à fond encore si c'est ce qui se passe. Ça se pourrait. Tony Schiavone, hein, qui est là 2 fois, parce que j'ai Mm-hmm. également aimé beaucoup la promo de Swerve avec Tony. Ouais. Entre autres, Swerve, j'ai bien aimé le côté shout-out un peu au Black History Month. Oui. Fait qu'il a nommé d'autres lutteurs noirs qui ont eu des bons. Des belles années ou qui ont eu qui ont marqué l'histoire. Il a nommé du monde à l'intérieur de la lutte. Il a nommé du monde Eh du oui. côté de la WWE. Là. Il a nommé Oui, des Ron gars Simmons. Mhm. Ron Simmons, Kofi Kingston. Ouais. Avec Kofi Kingston. Mais surtout, j'ai bien aimé qu'il ait nommé Athena, qui Oui. a effectivement un grand règne présentement à la Ring of Honor, mais qui malheureusement n'est pas dans une des 2 fédérations plus importantes, fait qu'on en parle moins, mais c'est un très bon règne. Et que lui-même voulait devenir Black History en gagnant éventuellement la ceinture. Fait que ça aussi, j'ai bien aimé ça. Et le côté qu'il ne veut pas d'intervention lors de son match. Le début avec... d'un face turn? Ben, je sais pas. Il est over. Il est over as fuck. Là. Il est over, mais le côté intervient pas, Prince Nana, parce que l'autre esti pourra pas dire que il a gagné parce qu'il y a eu une intervention. Fait que c'est ça. Puis tu sais, tout le côté, il y a eu des interventions, oui, il y en a eu, mais pas tant que ça, là, tu sais. Ouais, non. Les matchs, Pas, tu sais, c'est un Texas Deathmatch, là, je suis comme... Ça fait partie de la game que le gérant donne un bloc de ciment, là, dans ma tête. C'est pas tant une grosse intervention, mais bref. C'est ce qu'on essaie de construire présentement dans l'histoire. On essaie d'oublier un petit peu comment les matchs se sont déroulés. Mais Je suis un de peu légitimer tanné aussi Hangman. Là. Je suis un peu tanné d'Hangman contre Swerve, genre de voir ce qu'ils vont nous faire comme match la semaine prochaine. Mais j'espère juste que c'est Swerve qui gagne, parce que j'ai comme une petite crainte qu'Hangman gagne pour qu'on commence avec Hangman, avec Samoa Joe, pour ensuite amener plus tard Swerve dans l'année. Mais j'espère que ça va être Swerve. Mais bon, on sait qu'Hangman il est bien plugué. Un double turn, Hangman Swerve. Peut-être, je sais pas. J'ai hâte de voir. Pas. On verra. Ça, ce qui était pour les promos de Collision. Moi, côté match, on a parlé Hechicero contre Daniel Bryan. Ouais. Bryan Danielson qui était très bon. Très, Sinon, très bon. Queen Aminata contre Serena Deeb. Serena Deeb qui est revenue depuis 3 semaines maintenant. Serena Deeb qui était partie depuis quasiment 1 an et demi. Je pense qu'il avait une blessure. Mm-hmm. Serena Deeb qui revient en force, qui est excellente. Et Queen Aminata que j'avais vu. On l'avait vu déjà à Dynamite contre, je me souviens plus qui. Puis c'est pas quelque chose qui m'avait marqué, mais là, ce match-là, j'ai porté un peu plus attention. Queen Aminata, gros potentiel. Comme elle est super fluide dans ses transitions, elle est intense, elle est très. C'est un bon match technique entre les deux. Les deux ont suivi, un bon 10-15 minutes aussi entre les deux. Non, j'ai bien aimé ça. Puis c'est entre guillemets, plus rare à l'intérieur de la All Elite Wrestling. Deuxième match de femmes dans un show. Deuxième match de femmes et du temps, un long match pour installer tout le monde, que tout le monde soit légitimé. Non, j'ai bien aimé. Il n'y a pas tant d'offensive du côté de Queen Aminata, mais comme tu dis, elle suivait bien le pace, puis elle était très bonne. Puis on vend évidemment Serena Deeb. C'est très fort présentement. Fait qu'on va voir où ça va l'amener, mais j'ai bien aimé moi ce match-là. Ouais. Et finalement, le dernier match, c'était le main event de Collision,
qui était Daniel Garcia avec FTR contre le patriarcat au complet. Un bon match, mais surtout la fin, très rythmé. Moi, j'ai bien aimé le dernier 5 minutes, là, ça s'enchaîne, clac, 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 clac. Daniel Garcia qui est vendu très fort présentement. Encore une fois, ton papa Magie qui était au commentateur. Mais un autre bon match qu'on va pas décortiquer au complet, mais qu'on vous conseille d'aller voir. Surtout la fin, fait que c'est ça qui est le fun. Souvent, ils mettent la fin des matchs lors des highlights sur YouTube. Fait qu'allez voir ça. C'est très rythmé. Ça s'enchaîne vite, les finishers, tout Nick ça. Wayne qui devient de meilleur en meilleur de minutes. Chaque minute qui passe dans le ring, toujours plus bon. Très bon. Ouais, vraiment. Non, il est très bon. Puis encore une fois, on continue j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. Éventuellement, là, mais l'histoire avec Kill Switch, Luchasaurus, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de tag-in. On sent qu'il n'y a pas la confiance du papa patriarque. Comme si on lui donne de plus en plus de munitions pour pouvoir tourner comme du monde contre le papa. Mais j'ai hâte de voir que ça se fasse. Exact, j'ai hâte que ça se fasse. C'est comme... On s'entend qu'ils restent dans ce clan-là pour leur permettre d'être 3 puis faire ce type de match-là. Mais pour le bien de l'histoire, pour le bien du lutteur, Luchasaurus, qui a peut-être aussi... C'est peut-être le genre de lutteur qui préfère être mid-card et peut-être pas qu'il y ait toute la pression d'être un champion, tout ça. Mais c'est ça. J'ai l'impression qu'on voudrait qu'il soit un peu mieux. Peut-être en solo, tout ça, mais peut-être que c'est quelque chose que lui, ça ne tente pas nécessairement. Bien possible. Mais, c'est bien possible. Surtout avec un masque, tout ça, il y a pas un personnage qui parle pas vraiment. Donc, à voir. Kane avait été un peu de même et tout là, quand il a commencé. Il aimait pas trop les promos. Parce que. Il faisait un personnage qui parle pas trop. Ouais. Et c'est ici complète notre retour, notre dégustation de la semaine. Et vous, qu'est-ce que vous avez aimé? Nous, on a trouvé que c'était une excellente semaine. Êtes-vous d'accord avec nous? N'hésitez pas à nous le dire. Où qu'ils peuvent nous le dire? Ben, vous pouvez nous le dire directement sur YouTube. On vous rappelle notre en route vers 1000 abonnés sur YouTube. Donc, partagez, vous pouvez commenter, vous pouvez liker directement sur YouTube si vous nous écoutez à l'audio sur votre plateforme de podcast préférée. Venez nous rejoindre sur Facebook directement, Sommelier de la lutte sur Facebook. En dessous du post de l'épisode que vous avez aimé, vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Ça donne. Vous commentez là, le bouton partage est juste là à côté. Vous pouvez partager sur votre wall à vous, partager à un ami, vous pouvez liker, vous pouvez faire ce que vous voulez. Du moment que ça nous aide ou que vous... Ça l'aide l'algorithme. Exactement. Donc, merci beaucoup pour ceux qui le font. Merci beaucoup. Ceux qui le font pas, c'est bien correct. Vous avez le droit de liker ou pas, de partager ou pas. Mais on vous remercie de nous suivre. Merci de nous supporter là-dedans. On est vraiment heureux du projet et de la petite communauté qu'on est en train de se créer. Fait que merci beaucoup de nous suivre cette fin. C'est le fun. Oui, vraiment. Et prochain épisode sera pour le 8 février. Et là, un petit épisode spécial qu'on s'est donné, vu que, c'est ça, on a fait tout le tour de la semaine dernière. Fait qu'on va faire un peu de fantasy booking lors du prochain épisode. Fait qu'on vient d'avoir les gagnants du Royal Rumble. Fait qu'on va vous donner nos versions à nous. Comment on aurait booké ça? Cody Rhodes qui gagne et Bayley qui gagne. Fait qu'on vous présente ça lors du prochain épisode. Le 8 février prochain. Fait que, en attendant, bonne semaine. Je m'appelle Max Perriard. Je suis en compagnie de Pierre Castonguay pour les sommeliers de la lutte. Ciao tout le monde! Bye.